C'est live. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas stream sur notre chaîne Twitch. On est vraiment super content de retrouver notre super communauté. Ce soir, je vais être très bien accompagné durant ce live. Vous allez voir, on va faire un tour de table juste après. Petite info, si je regarde en bas comme ça, c'est pas que je suis sur mon téléphone, je mets le chat du live pour pouvoir répondre à toutes vos questions en direct. Voilà tout. On a également Clément à la régie qui va vous balancer plein de liens pendant le live. Gros big up à Clément. On lui met un max de cœur dans le chat, s'il vous plaît. Très rapidement, je vais présenter Hello Charlie pour introduire ce live. Et puis ensuite, je propose qu'on fasse un tour de table pour vous présenter Ariane et Charlotte, si ça vous va. Super. Allez, let's go. Très bien. Eh ben, Hello Charlie, on est qui? On fait quoi? Hello Charlie, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que pour nous, c'est l'impact de nos actions auprès des 14-25 ans qui prime sur tout le reste. Hello Charlie, ça vous donne toutes les clés pour choisir, pour décider et pour construire le projet professionnel qui vous ressemble vraiment. Si vous êtes des habitués de nos lives sur toutes nos chaînes, vous le savez, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Concrètement, Hello Charlie, c'est un ensemble de solutions numériques d'aide à l'orientation, comprenant notamment du coup un accompagnement à l'orientation personnalisé sous forme d'application que vous avez pu ou non déjà tester, disponible sur abonnement annuel dans les établissements scolaires. Et Hello Charlie, c'est aussi une approche valorisante des métiers et des filières d'avenir, comme le secteur du numérique, justement, dont on va parler ce soir. Et le principe est le suivant, vous discutez avec Charlie, notre chatbot, qui va vous faire découvrir le secteur du numérique et vous permettre de vous révéler ou pas vos affinités avec ce secteur qui recrute énormément. Et enfin, Hello Charlie, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi une communauté d'entraide autour de l'orientation qui s'articule du coup autour des réseaux sociaux. Normalement, si vous êtes des followers assidus, vous m'avez déjà vu sur toutes nos plateformes, Instagram, TikTok, Twitch, et aussi autour d'un serveur Discord sur lequel des milliers de jeunes se retrouvent. Ouais, j'ai bien dit milliers, c'est pas pour se la péter, mais on est plus de 3200 au jour d'aujourd'hui sur notre serveur. On vous propose également des lives comme on fait aujourd'hui sur notre chaîne Twitch, mais aussi sur Instagram et sur TikTok avec des influenceurs. Du coup, pour revenir à nos moutons, le live de ce soir, vous allez voir, il va être trop cool. On va parler des métiers du numérique et le but, ça va être de casser les idées reçues sur ce secteur. On est vraiment ravis de pouvoir accueillir Lamélé et Wilby et vous allez voir pendant la deuxième partie de ce live, on va accueillir plein d'autres invités. Ça va être trop cool et je suis sûr que vous allez trouver ça trop stylé et que vous allez pouvoir vraiment trouver le projet pro qui vous correspond vraiment. Dernière chose aussi, et après j'ai fini cette longue intro qui est en train de vous saouler, je le sens, on va aussi vous balancer dans le chat tout le long du live le lien vers la discussion avec Charlie sur les métiers du numérique. Donc si vous êtes au lycée ou au collège et que vous êtes curieux sur les métiers ou les formations du numérique, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, ça pourra vachement vous aider, par exemple pour faire votre choix de spécialité au lycée. En plus de ça, comme vous le savez, février, c'est une période super importante pour l'orientation. Entre les salons étudiants tous les week-ends, les portes ouvertes, vos parents vous forcent à y aller, les choix de spécialité et Parcoursup, c'est l'occasion pour vous de découvrir des domaines dans lesquels vous orienter ou même se réorienter. Hein. On peut doubler ses compétences avec le numérique. Voilà pour moi, j'ai fait le tour de cette introduction. Ariane et Charlotte, bienvenue. Merci beaucoup d'être présentes ici ce soir sur notre chaîne Twitch. Comme je l'ai dit avant, on est vraiment ravis de vous accueillir. On a vraiment de la chance de vous avoir. Vous allez pouvoir nous apporter votre expertise et permettre à plein de jeunes d'être inspirés à fond. Ça fait trop plaisir. Je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table et je propose qu'on commence avec toi, Charlotte, pour que tu puisses un peu nous parler de Wilby, de cet outil que vous mettez à disposition. Voilà, je te laisse commencer, Charlotte. Yes, merci. Oui, du coup, donc, je suis la cofondatrice de Wilby, donc, qui est une application qui est totalement gratuite et qui permet de découvrir le quotidien des métiers de manière un peu innovante, au sens où quand vous vous connectez sur Wilby, il y a une petite inscription qui est assez rapide et vous allez retrouver des fonctionnalités que vous connaissez sûrement, même si vous ne les utilisez pas toujours, mais on a une Tinder des métiers, on a une page d'accueil à la Netflix et on découvre les métiers en mode story comme sur Instagram. C'est-à-dire que quand un métier vous intéresse, vous vous y abonnez, toujours gratuitement, mais c'est ce qui enclenche que pendant une semaine, vous recevez des stories d'une vraie avocate, d'un vrai boulanger. Et là, dans notre cas, ça peut être aussi des développeurs, des data scientists, des chefs de projet numériques, experts cybersécurité, etc. Au moins, pendant une semaine, c'est comme si vous étiez en stage avec ces pros, mais de manière digitalisée. Donc voilà notre concept.
Ok, c'est trop cool. Et je me permets de te poser une petite question, du coup, rapidement. Il y a combien de domaines et il y a combien de métiers qu'on peut découvrir sur l'appli Willby, à peu près? Alors, on peut découvrir en fait des métiers de tous les secteurs d'activité, de tout niveau d'études, hein. Le but, c'est que tout le monde trouve ce qui lui plaît et ce qui le motivera au quotidien dans son avenir professionnel. Donc, on peut vraiment découvrir de tous les métiers. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 250 métiers en ligne sur l'appli. On en ajoute une dizaine par mois, donc pas d'inquiétude. Si vous ne trouvez pas le métier qui vous plaît en ce moment, il arrivera certainement bientôt. Ok, donc les viewers sont prévenus, restez connectés pour découvrir tous les métiers qui vont arriver sur Willby. Et justement, pour parler plus précisément des métiers du numérique, est-ce qu'on peut y trouver énormément de métiers concernant le numérique et tout simplement, est-ce que les contenus sont cool? Je te laisse faire un peu ta pub Ouais. là-dessus. Non, oui, complètement. Donc, les métiers du numérique, on en a pas mal maintenant dessus. Et on a notamment travaillé avec la mêlée sur certains de ces métiers. Donc, on a montré le métier de data scientist, où ce sont d'ailleurs des femmes qui le font. On en parlera sûrement après, la place des femmes dans les métiers du numérique, mais c'est hyper intéressant. Elles sont dans le domaine du médical. Donc, c'est assez chouette de voir un peu les liens entre tout ce qui est IA et le médical. On a ensuite une chef de projet numérique. On a aussi un expert en cybersécurité. On a une développeuse en entreprise et un développeur en freelance. Au moins, on voit un peu aussi la diversité des missions en fonction de la manière, du statut en fait qu'on a. Euh, voilà. Donc, on Ouais. a pas mal de métiers du numérique en effet, et on va en ajouter encore plein puisqu'il y a beaucoup de métiers qui se créent en ce moment et pour encore longtemps. Donc on n'est pas prêt d'avoir terminé d'en publier, ouais, dans le numérique. Exactement. Bah écoute, tu m'as fait la transition parfaite, si je puis dire, vu que tu as mentionné la mêlée. Ariane, bonjour et bienvenue. Du coup, bah, je te laisse présenter la mêlée et puis on t'écoute. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ariane Meyer de la Mêlée, donc je suis formatrice et chargée de projet numérique auprès de la Mêlée. La Mêlée, qu'est-ce que c'est? C'est une association du côté de l'Occitanie qui a été créée il y a 23 ans, justement par Edouard Forzi lors d'une soirée comme ça avec des copains. Donc, vous l'aurez compris, à la Mêlée, on est fun, on vient comme on est. Et en fait, c'est une association qui vise à fédérer un réseau, à innover, à accompagner en fait les startups, les entreprises, les particuliers vers les métiers du numérique. Donc, on a plusieurs adhérents, donc notamment on a 600 adhérents à la Mêlée. Donc, c'est devenu vraiment une grande famille, comme on a l'habitude de le dire. Et on a plusieurs partenaires. Donc, les partenaires, c'est eux qui font en fait fonctionner la mêlée et on porte plusieurs projets. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de deux projets qui me tiennent à cœur, des projets que je dirige avec toute l'équipe du Pôle Talent. C'est le projet Numérique pour elle, qui est un projet, c'est un appel à projet qu'on a remporté avec la Fondation Femmes Numérique qui vise à sensibiliser les filles au métier des technologies numériques. Donc, on le sait, hein, il n'y a pas assez de femmes dans ces métiers-là. Donc, nous, notre but avec tout l'écosystème, c'est d'aller sensibiliser, casser les stéréotypes et dire aux femmes, écoutez, vous avez toute votre place dans ces métiers-là et puis on a des compétences qu'il faut. Donc aujourd'hui, c'est ce message-là que je veux diffuser, c'est ce message-là que je porte. Donc on fait plusieurs actions, on fait des témoignages, on fait des vidéos, notamment Charlotte en a parlé. Donc on a des ambassadrices, des rôles modèles qui viennent témoigner de leur message, qui viennent dire en fait, aujourd'hui mon métier il consiste concrètement à ça, 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 et donner en fait toutes les clés aux lycéennes, aux collégiennes, aux femmes qui sont en reconversion professionnelle de se diriger vers ces métiers. Je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui et c'est le message que la mêlée porte aujourd'hui. Eh ben, écoute, Ariane, merci beaucoup pour cette présentation très complète de la mêlée. Comme tu l'as dit, bah, c'est un très beau combat pour lequel vous œuvrez tous les jours. La tech pour toutes, comme on dit. Mais pour commencer ce live comme il faut et pouvoir un peu définir le secteur du numérique, c'est vrai que c'est un terme assez vaste qui ne parle pas forcément à tout le monde. Dans le chat, il y a sûrement plein d'étudiants qui ont déjà entendu parler du numérique, mais qui au final n'arrivent pas à mettre de mots exacts dessus. Quand on parle du numérique, on parle de quoi exactement? Parce qu'on pense tout de suite aux écrans, à l'informatique, mais au final, qu'est-ce que c'est vraiment? Alors, c'est vrai que le terme numérique, c'est assez vaste, hein. Donc, aujourd'hui, quand on dit les métiers du numérique, les gens sont perdus. On ne sait pas concrètement ce qui se cache derrière ce terme-là. Comme tu l'as dit, on pense au geek, on pense au mec qui est dans son bureau, enfermé toute la journée, qui ne sort pas. Mais non, le numérique, c'est plus que ça. En fait, ça va être plutôt l'ensemble des métiers. Aujourd'hui, on va dire l'ensemble des emplois et des professions qui sont liées aux nouvelles technologies. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a deux
phase dans les métiers du numérique, on peut parler des métiers qui sont numérisés. Donc, les métiers numérisés, ce sont les métiers où on peut utiliser d'autres compétences comme la communication, comme la gestion de projets. Donc, ce sont d'autres compétences qu'on peut mettre au service de l'informatique. Donc, ça peut être le marketing digital, la communication digitale, le web, la communication, même le métier de community manager, hein, parce qu'il y a d'autres, il y a beaucoup de communication qui rentrent dans ce métier-là. Donc là, on va parler des métiers numérisés. Et quand on parle des métiers qui sont numérisants, ce sont les métiers assez tech. Donc, on va parler des métiers de l'intelligence artificielle, des métiers de cybersécurité, des métiers de pen tester, qui est un nouveau métier, en tout cas aujourd'hui, qui émerge. Donc, il faut vraiment faire la différence en sachant que dans le numérique, dans l'informatique, on a besoin de tout, de toutes les compétences. Donc, si vous êtes à l'aise avec la communication, vous trouverez votre voie. Si vous êtes à l'aise aussi avec le code, vous trouverez votre voie. Ben, il y a du tout en fait. On a besoin de tout un chacun avec nos soft skills et nos compétences. Exactement, tu fais bien de le mentionner. Quand on pense numérique, on pense tout de suite à cette partie des métiers avec développeurs, tout ce genre de métiers. Mais au final, comme tu l'as bien mentionné, community manager, c'est un métier qui rentre aussi dans les métiers du numérique et c'est important d'en parler. C'est vrai que par exemple, moi, je suis community manager chez Hello Charlie et très justement, comme tu l'as dit, en fait, c'est un métier du numérique, c'est un métier dans lequel tous les soft skills que tu as mentionnés avant, c'est super important de les avoir. Et du coup, c'est très cool que tu l'aies mentionné. On a une question dans le chat. C'est quoi pentester, nous dit Red Cactus. Alors, le métier de pentester, je vais essayer de l'expliquer parce que je ne suis pas vraiment une experte non plus des métiers de la cyber. C'est un métier... Oui, c'est un métier de la cybersécurité. En fait, pour faire simple, ce sont les personnes qui vont tester des logiciels pour voir si tester la fiabilité en fait de ces outils qu'on utilise. Hein. Si je prends l'exemple d'un antivirus, ils vont tester la fiabilité de l'outil, de l'application afin de le mettre à disposition d'une entreprise et pour voir si vraiment ça fonctionne efficacement. Donc, le pen tester, je vous invite à aller voir, c'est un nouveau métier qui est en vogue et qui est bien payé apparemment. Ouais, en gros, si je peux rebondir, c'est clairement c'est essayer d'hacker volontairement une application, un site ou un logiciel pour voir où sont les failles en fait et régler les problèmes de sécurité. Donc, c'est vraiment des mecs qui sont hyper pointus et qui vont vraiment essayer de passer à travers tout ce qui a pu être mis en place en termes de sécurité pour essayer de régler tout ça. Donc, c'est un métier qui est quand même assez dimensionnant et plutôt cool à découvrir. Ouais. Il y a un truc qui me fait grave envie. En fait, je vais être un peu franc quand vous parlez de ce métier de pentester, c'est ce côté, tu fais un peu exprès d'attaquer la sécurité pour voir un peu toutes les failles. Ça fait un peu comme dans les séries, tu vois. Oh là là, j'ai envie d'hacker telle structure, telle structure. En fait, là, ça va vraiment servir dans le but d'une entreprise. Et moi, je trouve ça vraiment cool. Ça fait vraiment envie. Ça fait un peu hollywoodien, dit comme ça, c'est sûr. Mais je trouve ça vraiment très, très cool comme métier. Et je trouve que le numérique, plus globalement, il y a plein de métiers, en fait, comme ça, qui font très envie. Comme ça, rien qu'avec le nom. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Exactement. Et moi, j'ai la chance d'avoir à la mêlée rencontré un hacker éthique qui s'appelle Robert Baptiste. Donc, c'est un Toulousain. On est fiers d'avoir ce Toulousain-là avec nous. C'est un mec qui a pu hacker, pour vous donner des exemples, parce qu'il en parle sur les réseaux sociaux et tout, le Vatican, qui a pu rentrer dans le système de l'Élysée à un moment donné. Il a trouvé des failles. Donc, il a permis à l'Élysée de pouvoir en tout cas remédier à ces failles-là. Et c'est un adhérent de la mêlée, donc je fais la pub un peu. Je vous invite à aller voir son profil sur les réseaux sociaux. Donc, c'est en fait une de ces personnes qui va venir en tout cas tester vos outils et vous dire, non, attention, là, il y a des failles, là, il faut faire attention. C'est le gentil hacker, quoi. C'est ça. Ouais. Carrément, tu parles de gouvernement, ça tombe bien parce qu'on avait une question dans le chat en rapport avec ça. C'était une question de Ombralo qui demandait « Et qui recrute ça, le gouvernement ?» Et justement, je crois que tu y as un peu répondu au final. Oui, je pense que le gouvernement et les grosses entreprises aussi, elles en ont besoin en fait pour tester Aujourd'hui, on a entendu parler de piratage dans les hôpitaux et tout ça. Donc, on a aussi des pentesters qui travaillent dans ces structures-là pour pouvoir contrecarrer les méchants hackers ou en tout cas trouver des solutions pour
pour que cela ne se reproduise plus. Mais en tout cas, Robert Baptiste, ils ont essayé de le débaucher un peu partout. J'en parle parce que je pense que c'est pas un secret. Il en parle vraiment sur les réseaux, mais il préfère vraiment travailler pour la France et puis notamment pour la ville de Toulouse. Et au final, j'ai envie de dire, qui de mieux qu'un hacker pour connaître la manière d'attaquer d'un autre hacker? Au final, c'est la personne la mieux placée pour trouver un peu ces failles-là, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on a l'image classique en entreprise du il ne faut pas ouvrir les pièces jointes parce qu'à tout moment il y a quelque chose dedans, ou cliquer sur un lien qui nous a été envoyé par un destinataire qu'on ne connaît pas, etc. Donc ça, c'est les choses un peu basiques, entre guillemets, mais il y a 1000 façons de hacker une entreprise ou quoi, donc ils sont là pour ça, ils sont vraiment dans tous les secteurs d'activité. Si je peux prendre un exemple concret de quelque chose qu'on utilise tous au quotidien, c'est l'appli pour tout ce qui est compte en banque et tout. Ouais. Faire des virements, checker son compte, etc. Tous les grands groupes bancaires ont des pentesters en interne pour s'assurer que toutes ces applis-là, on puisse les utiliser en toute sécurité, malgré que des fois, il puisse y avoir des boulettes, quoi. Mais ils sont vraiment dans tous les secteurs et notamment des choses qu'on utilise au quotidien, on ne s'en doute pas, on n'y pense pas, quoi. Ouais, tu fais bien de le mentionner, Charlotte. C'est au final, tous les secteurs peuvent recruter ce type de profil. Et Ariane, tu l'as mentionné précédemment, c'est le salaire. Est-ce que globalement, les métiers du numérique, c'est des métiers qui sont bien payés? Parce que, pour être tout à fait honnête, sur nos réseaux, notamment sur Discord, c'est des questions qui reviennent souvent quand on fait du contenu, des TikTok, des Reels sur les métiers du numérique. C'est des questions qui sont là en commentaire. Et ça gagne combien par an? Est-ce que c'est bien payé? C'est vrai que c'est des questions qui sont assez importantes maintenant pour les jeunes d'aujourd'hui au final. Oui, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à parler aussi de salaire. Il faut être transparent par rapport à ces choses-là. Aujourd'hui, c'est pas un tabou pour les gens de pouvoir dire ah ouais, je gagne telle somme, je gagne tel salaire. Moi, je ne saurais pas vous donner des détails par rapport aux tarifs, par rapport au salaire. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, on fait des vies ma vie. Les vies ma vie, en fait. Ce sont des sessions, des ateliers où on fait venir des femmes qui nous disent moi je travaille dans tel domaine et donc lors de ces vies ma vie, moi je leur pose souvent la question concrètement, est-ce que vous gagnez bien votre vie? Et la réponse qui vient souvent c'est oui. En fait, clairement, ce sont des métiers qui sont bien payés. Je ne veux pas vous donner des fourchettes parce que ça dépend du métier, de la compétence, de la situation géographique ou de la localisation. Parce que qu'on soit à Paris ou à Toulouse, c'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, oui, ce sont des métiers qui sont vraiment bien payés. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que les entreprises que nous, on rencontre dans nos événements, qu'on appelle les job sticks, par exemple, ce sont des entreprises qui ont changé leur manière de recruter aussi, qui sont aujourd'hui, elles sont prêtes en fait à recruter et à former des jeunes qui n'ont pas ces compétences-là, à les accompagner pour que demain, ils puissent aussi devenir des professionnels de ces métiers-là. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, oui, allez-y vers ces métiers-là. On n'a pas encore fini, mais voilà, c'est bien payé. Moi-même, je pense à me reconvertir dans ces métiers, dans un de ces métiers. Donc, c'est pour vous dire que voilà, ça a l'air intéressant. Merci pour ton honnêteté, Ariane. Et moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut accéder au métier du numérique si on n'a pas de diplôme? Parce que ça aussi, c'est une question qui revient souvent quand même. Je vais répondre. Peut-être que Charlotte, tu pourras compléter. Pour avoir travaillé un peu avec Pôle emploi, parce qu'à chaque fois qu'on fait des événements, en fait, on fait appel à Pôle emploi parce qu'ils sont très légitimes, en fait, pour présenter les métiers, pour présenter, en fait, le niveau d'études qu'il faut avoir. Pour les jeunes, en général, il faut aller à un niveau bac+2, parce qu'après le bac, voilà, on peut faire un diplôme bac+2 ou en tout cas un BTS ou alors passer par l'alternance, qui est super intéressant. Donc, je vous invite vraiment à voir de ce côté-là parce que nous, à la mêlée, on a des alternantes qui sont arrivées et qui aujourd'hui sont très compétentes, qui sont montées en compétences, qui occupent des postes de chef de projet IT ou de chef de transphonum, comme Élise Brunet. Pour les femmes qui sont en reconversion professionnelle, oui, le problème du diplôme se pose parce qu'on a des personnes qui ont travaillé peut-être sans diplôme dans des domaines bien spécifiques et qui aujourd'hui se reconvertissent. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on ne vient pas avec zéro compétence, on vient déjà avec des compétences acquises, on vient avec des compétences transverses. Donc, aujourd'hui, en sachant que le monde du numérique a besoin de ces compétences-là, donc oui, on peut travailler
peut-être pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle sans diplôme, c'est-à-dire sans bac plus 4, bac plus 3, bac plus 2, parce qu'on se reconvertit. Donc, il faut pouvoir faire le point entre les compétences déjà présentes et les compétences à acquérir et puis essayer de trouver l'entreprise qui va avec. Pour les jeunes, on va peut-être ou après un bac plus 2. Voilà, Charlotte, je ne sais pas si tu veux compléter cette partie-là. Nous, on est plus vraiment sur la découverte métier. Donc, côté formation, je voudrais pas dire de bêtises en soi, mais je pense que, ouais, même si on n'a pas vraiment de compétences dedans, les grandes entreprises et tout ont pas mal d'offres d'alternance. Et souvent, ça peut être la meilleure solution, en fait, de démarrer par une école en alternance chez eux. Et il faut savoir que dans la grande majorité des cas, on peut, suite à une alternance, être embauché dans l'entreprise en question. Donc ça peut être une bonne voie à prendre. Après, voilà, on est quand même sur des métiers où, comme tu disais, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de compétences. C'est compliqué d'arriver sans aucun bagage avant, quoi. Oui, et pendant que tu parlais, Charlotte, je pensais, je ne veux pas faire de pub, mais on travaille beaucoup avec d'autres structures qui sont des adhérents de la mêlée, qui font des formations de 6 mois à 9 mois. Et justement, je me disais, parce que j'étais au salon Studurama, et j'avais discuté avec lui et bientôt je l'aurai sur un webinaire pour qu'il puisse vraiment expliquer les compétences qu'il faut avoir pour pouvoir faire ces formations-là. Et lui, il me disait, bah oui, pour les personnes en reconversion, ça va plus être la disponibilité, la curiosité, parce qu'il faut aimer aller chercher, il faut bidouiller, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis, comme on le dit. Donc, sur ces formations-là, il n'y a pas besoin de diplôme spécifique. Mais voilà, c'est cette structure-là. Après, je ne connais pas en fait tous les prérequis qui sont demandés par les structures. Et je sais que la grande école du numérique aussi, ils ont des formations qui sont accessibles sans vraiment diplôme spécifique. Je le sais parce qu'on a remporté un appel à projet avec la grande école du numérique qui s'appelle Femmes Connectées du côté de la mêlée. Donc, on accompagne les femmes qui sont en reconversion professionnelle. Et oui, dans ce cas-là, oui, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre, il faut avoir du temps et puis pour pouvoir se former. Merci beaucoup pour vos précisions. J'en profite pour vous repréciser qu'on met dans le chat pour tous les viewers le lien vers le site de Wilby et de la mêlée pour que vous puissiez en apprendre plus sur les métiers du numérique. Et puis, on vous met également le lien vers la discussion avec Charlie, axée autour des métiers du numérique, pour que vous puissiez en apprendre plus sur tous ces beaux métiers. Et on a une question dans le chat de Zazou qui était, avant, c'était plutôt un secteur bouché. Ça recrute plus aujourd'hui. Et ben, c'est un lien parfait avec la dernière question de cette première partie que j'avais préparée. C'était une petite étude du Figaro qui disait que d'ici à 2025, c'était pas moins de 230 000 emplois qui seront à pourvoir dans le secteur du numérique. Comment ça se fait? Et est-ce que tous les métiers du numérique, en fait, ils existent déjà? Parce que j'imagine que d'ici 2025 et même encore plus après, il y a des nouveaux métiers au final qui vont émerger dans ce secteur. Je vais vous parler de 2 études aussi. Ça va être une étude qui a été faite par... je ne sais pas si je peux mettre des liens, moi je ne sais pas comment ça fonctionne. Une étude qui a été faite par Dell qui dit qu'il y a 85% des emplois dans le numérique qui n'existent pas encore, qui vont apparaître en 2030. Donc, ça veut dire qu'il y a de nouveaux métiers. Et il y a Isabelle Rouen, en fait, c'est une conférencière. Donc, j'ai lu un de ses livres qui s'appelle Les métiers du futur, où elle parle en fait de ces nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc, elle va parler d'éducateurs de robots ou alors d'intelligence artificielle pour se désintoxiquer. Je sais qu'il y a des jeunes, mais bon, voilà, pour ceux qui fument la cigarette ou alors en tout cas sur ces choses-là. Donc, il y a de nouveaux métiers et je pense que vous l'aurez compris, depuis la crise que nous avons vécue, le numérique est maintenant très présent dans notre quotidien et dans la transformation numérique des entreprises aussi. Donc oui, les nouveaux métiers, on n'a pas fini d'en entendre parler dans le numérique. Et ben, tant mieux, c'est colossal, hein, tous les postes qui vont être créés dans le numérique, ça fait plaisir à entendre et c'est que de bon augure pour tous ceux et toutes celles qui veulent se lancer dans le numérique. Ouais, honnêtement, même nous, du coup, on est une start-up, on est dans un incubateur avec une trentaine d'autres startups et on voit bien que les 3/4 des activités aussi, c'est axé sur le numérique, ça recrute énormément sur tout ce qui est analyse, data scientist, développeur, etc. Et quand on dit que c'est des métiers d'avenir, c'est réel parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions qu'on a créées pour les problématiques de nos sociétés, etc., elles sont toujours tournées vers le numérique. Ça s'adapte à tous les secteurs d'activité, comme on disait tout à l'heure, des data analysts qui sont dans le secteur du médical et qui aident à la décision des médecins sur les problématiques, etc.
c'est quand même incroyable. Il y a quelques années, on ne penserait pas en arriver là, que ça touche le musical, etc. Donc, oui, oui, je suis complètement convaincue aussi qu'on ne connaît pas les standards de musique qui ont existé depuis un secteur et c'est voué à beaucoup, beaucoup se développer, quoi. Voilà, donc la chose à retenir pour les viewers du chat, foncez, n'hésitez pas. Le secteur du numérique, c'est un secteur qui recrute et qui va encore plus recruter à l'avenir. Ariane et Charlotte, je vous remercie pour votre expertise durant cette première partie. Je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième partie. Et pour la deuxième partie, je vais demander à tout le chat de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'accueil de nos nouveaux invités. Donc, on va avoir Olivier, professeur à l'école Eden School, une école spécialisée dans le numérique, Antoine Data, un influenceur, comme son nom l'indique, spécialisé dans la data, et Déborah, une ingénieure en data. Je vous demande de leur mettre un max de cœur dans le chat et un big soutien, s'il vous plaît. Ah, on a perdu Ariane. C'est bon, elle est revenue. Tout le monde est là. Merci et bienvenue. On va faire un rapide tour de table pour les nouveaux arrivants. Olivier, je vais te demander de te présenter. On va commencer par toi. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais? Comment tu es arrivé là? Et puis, je te laisse présenter Eden School, si ça te dit. Oui, pas de souci, excuse-moi. Alors, en fait, donc moi, je suis l'enseignant technique des deuxième années chez Eden School. Donc, je vais présenter rapidement Eden School. Donc, du coup, c'est une école qui accueille les élèves de troisième et la seconde et qui les forme en 2 ans au métier du développeur web mobile. C'est une école qui est basée à Villeurbanne et à Paris. Donc, c'est une école associative et inclusive, c'est-à-dire que associative, les frais de scolarité s'élèvent au maximum 1 600 € donc, à l'année, donc pas trop cher et qui est dégressif suivant le quotient familial. Et ensuite, inclusive parce qu'en fait, on accueille aussi bien des jeunes de tout milieu, tout parcours professionnel, enfin, tout parcours scolaire, pardon, aussi bien des décrocheurs, des adolescents à haut potentiel, des élèves porteurs de handicap. Voilà, on accueille vraiment tout le monde. Donc, dans notre formation en 2 ans, il y a la technique qui est 60% du temps, des cours académiques, français, maths, histoire, et de l'enseignement humain. Parce que pour nous, c'est très important que les élèves aient aussi bien des compétences humaines, ce qu'on appelle les soft skills, comme le respect, la ponctualité, tout ça, aussi bien que la technique. On est aussi pas mal en relation avec des entreprises. Donc, on a chaque élève de deuxième année a un parrain en entreprise. Comme ça, il peut le conseiller sur des entretiens, trouver des alternances pour plus tard. On a aussi des professionnels qui viennent nous expliquer leur métier ou ponctuellement nous expliquer un métier du développement, comme je sais pas, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Et parfois aussi, on va faire des visites en entreprise. Voilà. Ok, très intéressant. C'est vrai que c'est très cool ce côté où les professionnels viennent se présenter aux élèves. Ça permet d'apporter un peu de concret généralement, parce que l'école, c'est souvent très théorique quand même. C'est ça. Donc, comme ça, ils ont du concret. On travaille aussi sur des projets clients parfois. Donc, comme ça, ils ont une vision concrète des choses. Et en général, après Eden School, comme ils ont un assez bon niveau, ils continuent tous à faire des alternances sur des bac+2, bac+3, voire certains même des masters après derrière. Ok, merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Antoine, je vais te laisser te présenter. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis comment t'en es arrivé là, à être influenceur qui parle de numérique sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité déjà à ce live, c'est super. Très content d'être parmi vous pour parler du numérique et en particulier de la data, un métier qui me passionne. Du coup, moi, je suis Antoine Data, je suis consultant en data depuis 7 ans. Et depuis quelques mois, en fait, j'ai décidé de me lancer dans un petit challenge, de partager en fait mes connaissances et mes expériences de la data sur les réseaux, donc TikTok et Instagram. Mon objectif, en fait, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes sur ce sujet, parce qu'en effet, comme vous le disiez dans la première partie, c'est des métiers d'avenir. Donc, on est encore très loin d'avoir recruté l'ensemble des personnes que l'on souhaite. Donc voilà, mon objectif, c'est de sensibiliser les gens à la data, partager avec des courtes vidéos, des petits tips. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tout ça sur les réseaux? En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens en entreprise qui avaient besoin de se former, des jeunes qui avaient aussi besoin de se former sur ces sujets-là. J'ai vraiment voulu en fait démocratiser, sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à tous ces sujets autour de la donnée, voilà, avec des petites formations très courtes
sur les langages, sur les expériences que j'ai pu en avoir en entreprise. Voilà, c'est ce qui m'a donné envie. Voilà, et puis en plus, je donne déjà des cours dans des écoles de commerce, par exemple. Donc, en fait, ça me tient à cœur de partager les connaissances. C'est aussi en partie pour ça que j'ai décidé de faire ces chaînes. Eh ben, écoute, merci à toi. Et évidemment, on va balancer le lien dans le chat vers tes réseaux sociaux. Ça me fait aussi plaisir que vous me dites que je suis un influenceur. Bah, écoute, Voilà, je n'ai pas encore la prétention de l'être, mais voilà, tu es un créateur de contenu. Voilà, créateur de contenu. Tu proposes aux gens un contenu qui est qualitatif et qui leur permet de découvrir un secteur. Voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser. Ça, merci. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, il nous manque plus que Déborah. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut parler à une ingénieure en data. Du coup, je vais te demander, comme aux autres, qu'est-ce que tu fais et puis comment t'en es arrivé là? Alors, bonjour, et puis merci aussi de m'avoir invité sur ce live. C'est très sympa. Moi, je suis consultante en MDM. Donc, MDM, c'est Master Data Management. Donc, en gros, vu que c'est pas super parlant comme ça, même moi, en sortie d'école, je connaissais pas du tout. C'est en fait la gestion des données. Des données maîtres, on pourrait appeler ça comme ça. Et en fait, concrètement, c'est gérer des données qui sont centralisées en fait sur des grosses entreprises. Par exemple, si on peut parler de choses qu'on connaît, qu'on utilise régulièrement, par exemple les réseaux sociaux. Donc, Meta a récemment acheté WhatsApp, Instagram, en plus de posséder Facebook et Messenger du coup. Et en fait, toutes ces données-là qu'ils collectent du coup sur nous utilisateurs, elles sont forcément centralisées quelque part pour qu'il y ait de la cohérence en fait entre les différents réseaux sociaux. Donc ce sont des données qui sont évidemment confidentielles. Hein. Et en fait, il y a des logiciels qui permettent de gérer ces données-là plus facilement. Donc moi, je travaille sur un logiciel qui s'appelle EBX, mais il y en a d'autres comme par exemple Informatica. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que au quotidien, mon client, parce que je suis dans une société de service, donc mon client, il a besoin, par exemple, de modifier son modèle de données pour intégrer, par exemple, l'adresse dans la table de ses utilisateurs. D'accord. Et voilà, ou de faire des modifications sur des règles de gestion, par exemple. Je sais pas, moi, sur un certain pays, les adresses, elles sont sous un format spécifique et sur un autre pays, dans un autre format spécifique. Par exemple, pour les dates aussi, ça change beaucoup sur les dates format américain ou format français. Donc voilà, c'est ce genre de choses sur lequel je travaille. Ok, très très cool. Et puis, comment t'en es arrivé là à faire ce métier? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais faire? Tu avais déjà cette idée depuis que tu étais toute petite ou c'est venu plus tard? Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai su très tôt vers où je voulais m'orienter. Donc, quand j'avais genre 13 ans, j'étais en quatrième. Je me suis dit, c'est vraiment l'informatique que je veux faire. Et du coup, je me suis orientée directement vers ça. Je suis allée chercher les formations. Quel bac je voulais faire, parce que moi, quand j'ai passé le bac, c'était encore SLES. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, et du coup, je me suis directement orientée là-dedans. Donc j'ai fait un bac S. Ensuite, je voulais pas faire une prépa parce que je trouvais que c'était trop de pression. J'avais pas envie. Donc j'ai fait un IUT informatique pour me donner une idée assez globale parce que, comme vous l'avez dit plus tôt, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière les métiers du numérique. En fait, on est un peu largué. Enfin, personne ne nous dit vraiment ce qui se cache derrière et tout ce qu'on peut faire en fait parce que le numérique c'est tellement énorme.
Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un truc un peu global, histoire de me donner une idée de ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et c'est là, en fait, j'ai découvert les bases de données. Et là, je me suis dit, ah, c'est bon. C'est ça que je veux faire. Du coup, j'ai embrayé sur une école d'ingénieur. J'ai fait 3 ans. Et ensuite, bah, là, en août dernier, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur spécialisé en big data, du coup. Eh ben, félicitations, c'est un très beau parcours. On a Merci. Zazou dans le chat qui nous demande est-ce qu'il faut être bilingue pour faire ce métier? Parce que c'est vrai que tu parlais de pays Mhm. étrangers. Alors, pas du tout. Alors, attends, je remets mon... Voilà. Pas du tout. Faut pas être bilingue. Faut avoir un bon niveau en anglais quand même, mais être bilingue, non. Non, j'ai beaucoup de collègues qui se débrouillent pas terrible en anglais et qui réussissent quand même très bien à faire ce genre de métier. Ok, bah merci beaucoup pour ta réponse. Zazou, let's go du coup, hein. Et voilà. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce tour de table. Merci pour ces présentations très très intéressantes. Moi, ce que je vous propose, c'est que du coup, jusqu'à la fin de ce live, on se mette des clichés que Clément et moi, on est allé dénicher, que ce soit dans notre communauté, hein, sur nos réseaux sociaux ou bien sur Internet, des clichés qui entourent le secteur du numérique. Et puis qu'ensemble, eh ben, on en parle, qu'on les décrypte, qu'on les débunk aussi. Voilà. Clément. C'est vrai que moi, perso, je l'ai beaucoup entendu autour de moi, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a un peu les meilleurs invités pour en parler au final, parce que Ariane, vous combattez au final ce cliché au quotidien avec vos démarches. Euh, oui, oui, en fait, c'est le message qu'on porte. Et puis ce message-là, on l'entend aussi malheureusement de la part des femmes. Parce que ben, les stéréotypes hein, du genre sont là depuis toute petite. Et d'ailleurs, Isabelle Collet, elle en parle bien dans son livre qui s'appelle Les oubliés du numérique. Ben, nous, en tant que femmes, on s'autocensure en fait. Il y a beaucoup de femmes qui pensaient qu'aujourd'hui, ben, heureusement que les choses sont en train de changer, parce qu'avec la sensibilisation, avec toutes les initiatives qui sont faites dans ce domaine-là, donc les femmes ont compris que non, en fait, on est très importante et il faut qu'on soit présent dans les métiers du numérique. Mais malheureusement, ce sont des messages qu'on entend, des femmes qui pensent qu'elles ne sont pas du tout faites pour ces métiers-là parce que c'est technique. Encore une fois, si on veut parler de femmes, en fait, la première femme informaticienne, la première personne informaticienne, c'est une femme. Hein. On parle de Ada Lovelace. En fait, Ada Lovelace, c'est la pionnière hein, de l'informatique, celle qui a inventé le premier langage informatique. Il y a des femmes qui étaient là quand l'homme a posé les pieds sur la Lune. Il y avait une femme qui était aux commandes. Hein. Donc, les femmes ont toujours été présentes dans les métiers du numérique. OK, avec les choses, elles ont pris du recul parce qu'à un moment donné, il fallait rester à la maison pour s'occuper des enfants. Donc, les femmes ont commencé le quota des femmes a commencé à dégraisser et les hommes, ils ont compris aussi que c'était un métier d'avenir. Donc, ils sont allés se former et puis, bah, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes peut-être dans ces métiers-là. Mais les choses sont en train d'évoluer, les mentalités sont en train de changer. Nous, les femmes, on a compris qu'on avait aussi notre pierre à apporter à l'édifice, qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, on est là, on est de retour. On est loin d'avoir gagné le combat, mais je dis toujours de ne pas négliger la petite graine qu'on est en train de s'aimer. Et je pense qu'un jour, on va atteindre, on va atteindre la parité, hein, 50-50 dans les entreprises. Merci beaucoup pour ce beau message, Ariane. Charlotte, du côté de Willoughby, est-ce que sur votre appli, il y a plus de femmes que d'hommes dans les témoignages vidéo des métiers du numérique ou pas? Alors, très bonne question, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, les femmes ont plus de motivation et de facilité à se prêter au jeu de se filmer dans leur quotidien. Cette envie de transmettre elle vient de manière plus spontanée du côté des femmes. Et puis ben, nous, on a un peu notre rôle à jouer aussi. Là, on parle du numérique, mais je pense à d'autres métiers. On a une peintre en bâtiment, ce sont des femmes qui le montrent. Voilà, il y a plein de métiers comme ça où il y a des stéréotypes à casser un peu. Et dans le numérique, notamment ben, avec Ariane, on a travaillé sur ces métiers-là. Alors, on a une chef de projet numérique, ce sont des femmes. Et comme je disais tout à l'heure, les data scientists sont des femmes aussi. Donc voilà, elles ont complètement leur place à avoir dans tous ces métiers.
Et puis, il y a quelque chose où moi, j'aime bien poser des questions. On a aussi une soudeuse pour des pièces de sous-marins. Elle est la seule sur 50 mecs dans l'atelier à y être. Donc, on a des messages à porter comme ça. Et j'aime bien à chaque fois leur demander comment toi, tu le ressens au quotidien et qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter par rapport aux hommes. Et très souvent, ça va être de la rigueur ou un Ouais. peu plus de minutie, etc., qui est fortement appréciée dans certains métiers. D'où le fait que ça a le mérite, là, le mérite en fait qu'elles arrivent de plus en plus. À compétences égales, elles peuvent apporter ça en plus. Donc c'est toujours chouette à entendre. Très clairement, très clairement. Et puis Déborah, toi, est-ce que durant ton parcours, on a déjà essayé de te décourager parce que tu étais une femme? Est-ce que tu as déjà subi ce cliché, si je peux dire ça comme ça? Oui, totalement. Mais ça m'a pas trop impacté parce que j'étais tellement persuadée que c'était ce que je voulais faire que je me suis un peu battue, quoi. Ouais. Contre ces gens, pas forcément des hommes hein, d'ailleurs, qui te disent tu sais, t'es bof dans ce truc-là. Par exemple, j'étais très mauvaise en algorithmie. T'es pas terrible en algorithmie. C'est sûr que c'est pas un truc fait trop pour les femmes, machin. Tu devrais penser peut-être à te reconvertir et à aller chercher autre part. Surtout quand j'étais à l'IUT et que pour le coup, l'IUT, comme c'est quelque chose de très orienté technique, ben, on n'était vraiment pas beaucoup de filles, quoi. On était 5 sur une promo de 100 élèves, quoi. Donc, ouais, ça peut paraître un petit peu intimidant au début, mais en fait, finalement, il y a autant de personnes, enfin, il y a des personnes qui vont essayer de nous décourager, mais il y a aussi un nombre assez important de personnes qui nous disent non, mais faut pas faire attention, si c'est vraiment ça que tu veux faire, tu vas le faire. Après, ouais, moi j'ai été aussi beaucoup soutenue par ma famille, par mes parents, donc c'était pas, enfin c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée aussi. Très beau message. Merci beaucoup pour ce Voilà. témoignage. Du coup, bah, vous avez retenu le message. Hein, c'est allez-y, n'écoutez pas les rageux, comme on dit. Hein. Et puis, bah, et vous, Olivier, Antoine, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez de ce cliché? Alors, nous, pour ma part, on essaye d'avoir le plus possible de filles dans notre école. Donc, pour l'instant, on n'en a qu'une dans notre promo. Après, c'est des petites promos de 20 hein, maximum. Donc, voilà, ça fait déjà au moins une. Avec Elle Digital, qui est une association de Rhône-Alpes, on participe à un événement qui s'appelle Orientation 3.0 et on va avoir les collèges, donc les troisièmes dans les collèges publics, pour leur justement expliquer que tous ces stéréotypes, c'est n'importe quoi, que l'informatique, c'est fait aussi pour les filles. Ça. Donc, je pense que c'est en train de démarrer de plus en plus, comme vous dites. Donc, moi, je leur explique. Voilà, j'ai aussi une expérience de développeur en informatique pendant 12 ans avant d'être enseignant. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des femmes qui étaient tout aussi compétentes. Donc, effectivement, voilà, moi, si j'ai un message à faire passer, il ne faut pas qu'elles aient peur, il faut qu'elles y aillent, comme a fait Déborah, il faut croire en soi et tout est possible. Merci beaucoup pour ce beau message. Clément, à la régie, je te laisse passer au cliché numéro 2. Comprends rien du tout. Au final, est-ce que c'est vraiment si dur que ça? Et puis, c'est un peu comme tout dans la vie. Et si on s'y met, on peut y arriver, non? Enfin, je sais pas. Olivier, par exemple, est-ce que c'est dur d'apprendre aux gens d'apprendre le code, par exemple? Voilà, donc moi, j'ai tout type d'élèves. Il y en a qui sont très forts, c'est en algorithmie, justement, comme les profs de Déborah. Donc, eux, ils vont avoir plus de facilité. Mais en même temps, si on n'est pas travailleur derrière, ça ne sert à rien. Donc, il y a du travail, mais avec le travail, je pense, voilà, tout est possible. Et après, comme vous avez dit aussi, il y a beaucoup de métiers différents dans l'informatique. Donc, il n'y a pas uniquement que le développement derrière son bureau, voilà, faire des lignes de code. On peut aussi faire ce qu'on appelle du design, UX design, UI design, donc les maquettes. On peut faire de la conception, on peut faire des bases de données, on peut faire, voilà, il y a énormément de métiers en fait. Après, si on parle uniquement du développement informatique,
Voilà. Là, c'est vrai que ça aide d'être un peu bon en algorithmie ou ça aide. Mais si on travaille beaucoup, je pense qu'on peut y arriver quand même. Ok, Juste très pour bien. rebondir sur ce que disait Olivier, en fait, moi je vois ça vraiment comme une langue. Donc, c'est vraiment, en fait, si tu pratiques pas, par exemple, tu peux apprendre l'anglais de façon théorique, mais si tu pratiques pas l'anglais, finalement tu vas perdre ce langage. Donc le langage informatique, que ce soit du SQL, du Python, tous les langages qui existent, c'est important de le pratiquer. Et je pense que c'est aussi un des métiers dans lequel il n'y a pas forcément besoin de faire de longues études. Il y a des gens qui réussissent très bien en étant autodidactes. Je vois les pentesters, par exemple. On parlait tout à l'heure de pentesters. Il y a plein de gens qui sont devenus pentesters de façon autodidacte. Donc là, voilà, il faut vraiment pratiquer. Et au fur et à mesure, il n'y a aucun souci pour monter en compétence sur les langages. Je sais pas si, la petite anecdote, la semaine dernière, on avait un stagiaire de troisième pendant une semaine avec nous et il est intéressé par le métier de dev justement. Il nous posait plein de questions sur le codage et tout. Bon, nous, game, pour s'initier un petit peu au codage, je sais pas si vous recommandez des bons Antoine Olivier, mais est-ce que ça peut être un bon moyen justement de s'initier, d'avoir un peu la logique du moins de ce que c'est ou... J'ai pas entendu le début de la. Ouais, j'ai pas entendu non plus. Ouais, ça a coupé. Je sais pas si tu peux Il y a pas de répéter, souci. Charlotte. Je disais, on avait un stagiaire de troisième avec nous qui est intéressé par le dev. Et du coup, on n'a pas de dev chez nous. Il est à Lyon, le dev. Donc, il est allé voir d'autres startups. Et dans les autres startups, les devs lui ont recommandé de faire des coding games. Au moins pour avoir la logique un petit peu de ce que c'est le codage, etc. Donc, je sais pas si vous c'est quelque chose que vous recommandez, au moins pour s'initier un peu et voir un peu à quoi ça ressemble, quoi. Oui, donc je commence à parler. Oui, il peut regarder ça, il peut regarder des tutos sur Internet, il peut déjà commencer un petit peu à regarder un peu l'algorithmie, le HTML, le CSS pour le web, hein, s'il veut faire ça. Après, au bout d'un moment, c'est vrai que si on n'a pas les bonnes pratiques, ça sera un peu plus long d'apprendre par soi-même. C'est la limite est là. Mais il peut déjà commencer à regarder, oui, les tutos et surtout voilà, les fondamentaux de l'algorithmie, on va dire. Il peut regarder mes L'évolution, vidéos aussi. Voilà, Oui. les vidéos d'Antoine Data. Bien dit ça, Antoine. Et puis Charlotte, tu sais, à la mêlée, on fait des coding games aussi, si jamais on pourra en reparler à l'occasion avec Epitech. Oui. Après, il y a aussi il y a les coding games, c'est très bien, mais si on n'a pas, enfin, il faut que on soit sensible à l'approche qu'il y a sur ces sites. Moi, je sais par exemple que ça m'a pas du tout convaincu. J'étais très nulle sur ces trucs-là et finalement, je fais du code quand même. Enfin, voilà. Après, faut voir l'approche qui convient le mieux. Moi, je sais que ce qui m'aide le plus en informatique en général, c'est regarder des vidéos YouTube, des tutoriels. Vraiment, tout simplement. En autodidacte, c'est là où on a plus le choix de la méthode. Parce que d'une chaîne à l'autre, les gens expliquent les choses différemment et du coup, on peut trouver directement ce qui nous convient, quoi. Et maintenant, il y a Complètement ChatGPT d'accord. aussi qui peut vous aider. Oui. Ouais, exactement. Bah, Antoine, c'est la transition parfaite. Clément, je te laisse nous envoyer le cliché numéro 3 et tu vas voir. Il y a plein de gens qui commencent à se poser des questions, du coup. Ils se demandent s'ils vont pas perdre leur emploi parce que ChatGPT est capable de faire la même chose qu'eux ou de délivrer des réponses en 2 secondes, quoi. Donc j'ai envie de vous poser la question, en fait, c'est est-ce que les nouvelles tech vont supprimer les emplois on en parle de ce cliché. C'est vrai que ça a bouleversé le monde, certains métiers. Et c'est vrai que enfin, moi, je vois pas ça comme une menace, mais plus comme justement une opportunité de changer son métier, de se transformer, de faire évoluer son métier. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai gère une équipe de 4 personnes et s'il y a des personnes, des bons profils, en fait, je suis tout le temps en train de rechercher des profils justement à recruter. Donc, je pense au contraire qu'il manque encore des profils dans les métiers de la tech. Et il en manque énormément et ça va il en manquera encore plus demain. Donc c'est vraiment important de se former sur ces sujets
et pour pouvoir soit transformer son métier si on est déjà en entreprise, soit pouvoir s'orienter dans la bonne direction et trouver le métier qui sera porteur demain. Ouais. Je voulais ajouter sur ChatGPT, justement, même s'il existe, déjà, ça peut être qu'une aide, ça ne va jamais tout générer complètement. Donc, il faut s'y connaître un minimum au départ. En plus, il faudra toujours des gens, justement, pour coder des logiciels comme ChatGPT. Donc, il faudra s'y connaître en intelligence artificielle ou en outils comme ça. Moi, par exemple, avec mes élèves, j'ai travaillé sur un outil pour essayer de détecter si quelque chose était généré par ChatGPT. Donc, finalement, on a parlé d'algorithmie comme ça, quoi. Ça peut beaucoup servir aux professeurs, ça, parce qu'on a vu c'est pour ça que j'ai une flambée de dissertations rédigées par ChatGPT. Voilà. Donc, bon, c'est fiable à 90%, mon outil. C'est encore pas... Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Et puis, au final, ce cliché, il est un peu en contradiction avec ce qu'on a dit en début de stream, quand on disait que d'ici 2025, il allait y avoir 230 000 emplois créés dans le numérique. Et puis, quand on mentionnait aussi que tous les métiers du numérique n'étaient pas encore créés. Donc, non, les nouvelles tech ne suppriment pas des emplois. Voilà. Exact. Allez, on est parti sur le dernier préjugé. Clément, en régie, je te laisse nous... Et l'écologie, en fait. C'est plutôt ça la question. C'est comment répondre à ces gens qui disent que les nouvelles technologies, que les métiers du numérique, c'est pas du tout en accord avec l'écologie. Personne ne veut prendre la parole là-dessus, c'est un sujet touchy. Allez, je vais commencer. Je pense à une idée là. Et par exemple, si on parle de big data, là, justement, c'est quoi travaille Déborah. Nous, on a des lignes de bus qui s'appellent les TCL sur Lyon, donc qui analysent les datas et qui, du coup, suivant le nombre de personnes qui vont prendre telle ligne de bus, vont adapter le réseau en conséquence. Et donc, s'il y a plus ou moins de bus, ben, finalement, on gagne sur la pollution, etc. Donc, c'est un peu écologique, de toute façon. Parce que c'est vrai qu'au final, je pense que ce cliché, il émerge un peu de l'idée principale qui est on pense technologie, on pense écologie et on pense direct à tous les serveurs qui polluent, ce genre de trucs, quoi. Mais au final, je pense que c'est plutôt tourner le problème, comment mettre les nouvelles technologies et le numérique au service de l'écologie au final. Voilà. Ça, on t'en parlait, Olivier. Voilà, oui, et moi, oui, vas-y. Vas-y. Non, je voulais juste compléter cette partie-là parce que vu que moi, je travaille avec beaucoup de femmes qui travaillent dans les métiers de la tech ou du numérique, donc on a des ambassadrices souvent, donc j'en ai une, notamment Flora Garni, qui est développeuse et qui est aussi en train de mettre en place un outil avec son équipe pour compenser la pollution émise par les sites Internet. Donc, je trouve que ce sont de beaux projets. On utilise en fait l'informatique aussi pour aussi apporter aussi sa contribution à tout ce qui est écologique. Donc, ouais, écoute, on parle de pollution, on parle de sites et tout, mais il y a aussi des projets à côté qui vont aussi contribuer aussi au développement durable. Sûr. Ouais, on a aussi juste, j'ai l'exemple encore une fois, une start-up en tête qui bosse à côté de nous, donc qui s'appelle Abelio, et en fait, eux, ils prennent de la data à la fois de satellites et aussi par des vols de drones et autres façons de faire au-dessus des champs des agriculteurs. Et ils sont capables de leur sortir une cartographie de tous les endroits où ils ont besoin d'aller mettre de l'engrais ou des pesticides, etc. Mais du coup, de manière très localisée, parce qu'ils arrivent à voir où sont les mauvaises herbes qui sont en train de pousser et tout. Et ce qui fait que il y a par 1000 façons de faire, l'agriculteur en fait, qui prend son tracteur et qui va balayer tout son champ. Et en fait, le tracteur va savoir très exactement à quel endroit il va devoir mettre plus ou moins de produits, etc. Ce qui est assez fou en termes d'écologie, parce que du coup, au lieu d'arroser tout son champ avec plein de produits, il ne fait pas des endroits localisés. Et même lui, en termes d'économie, en fait, il fait beaucoup d'économies de matière, etc. Et tout ça, ouais, c'est grâce à de la donnée satellite, à des vols de drones. Enfin voilà, il y a pas mal de choses et c'est hyper intéressant de se dire que, encore une fois, dans tous les secteurs, même dans l'agriculture, on a, grâce au numérique et à de la data, etc., les moyens d'évoluer, quoi. C'est clair. Moi, j'avais même aussi une idée pour les maisons où justement tu aurais un algorithme qui, en fonction de la météo, de la luminosité, etc., et avec de la domotique intelligente, du coup, réglerait
des stores, ouvrirait quand il y a du soleil pour chauffer, fermerait, etc. Et même une idée un peu plus folle que j'avais eue, c'était d'essayer de construire des bâtiments dans lesquels en fait on aurait un data center dans chaque bâtiment qui, avec la chaleur produite par ces data centers, permettrait de chauffer le bâtiment. Du coup, transformer l'énergie utilisée par les serveurs pour chauffer des immeubles. Génial. Ça existe déjà ou c'est des idées? Je ne sais pas si ça existe, mais je pense qu'il doit y avoir des choses. Je crois qu'il y a déjà des personnes qui ont pensé comme toi à réutiliser l'énergie des data centers parce que là, pour le coup, il y aurait de quoi faire. Et bon, après, c'est comme tous les projets un peu environnementaux. Souvent, ça aboutit pas, quoi. Enfin, et même les projets en informatique, en général, tu as beaucoup d'idées et puis de l'idée jusqu'au projet final, en général, tu perds beaucoup de gens. Mais oui, il y en a qui arrivent. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur le numérique au service de l'environnement, il y a un mouvement qui s'appelle la low-tech, c'est-à-dire c'est en fait l'opposé de la high-tech qui a émergé depuis pas longtemps et qui réunirait un petit peu tous ces projets-là en mode au lieu d'utiliser la technologie pour produire plus, pour faire plus de pollution, etc., plutôt l'utiliser pour nous aider à faire une transition écologique. Et c'est super intéressant. Notamment pour les sites web, au lieu de les coder en HTML, PHP avec du SQL derrière, des bases de données relationnelles qui seraient du coup plus lourdes, basées sur du SQL du coup, qui est un langage assez lourd en termes d'empreinte carbone pour chaque requête qui est faite. Ce serait plutôt utiliser des bases de données documentaires comme MongoDB par exemple, et du JavaScript pour coder le site web. Du coup, ce sont des trucs qui émergent pas mal en ce moment. C'est super intéressant et en fait, ça, je trouve, ça fait vachement un lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que au final, peut-être que le métier du numérique qui va pas sauver l'écologie, mais peut-être révolutionner tout ça, il n'est pas encore créé et que d'ici 3-4 ans, on va voir un métier de fou émerger et on va se dire, au final, la clé, c'était dans le numérique, quoi. C'est ça. On ne sait pas. Enfin, voilà, là, je rêve un peu, mais voilà. Non, mais c'est ça, Clément, tu as complètement raison. Mais c'est le message que moi, je porte auprès des jeunes. Je leur dis, écoutez, vous avez tout à faire. Et vous avez toutes les compétences qu'il faut. Vous avez des personnes qui croient en vous. Quand je parle de personnes, surtout dans les écoles, parce que moi, j'interviens beaucoup dans les lycées. D'ailleurs, je remercie les profs qui sont vraiment investis, qui accompagnent les élèves. On a aussi des parents qui sont des décideurs qui peut-être n'ont pas l'info, qui ne savent pas vers quel métier rediriger les jeunes. Et nous, on les accompagne vraiment à identifier les métiers. Donc, les jeunes, vous avez tout ce qu'il faut, en fait, pour révolutionner positivement le monde de l'informatique. Donc, allez-y et puis soyons fous, comme on le dit, quoi. Et inventons des trucs qui vont nous servir demain. Voilà. Voilà, soyons un peu la pression quand même. Oui, j'avoue. Non, pas la pression, mais après, voilà, ça peut donner envie à certains qui auront de l'ambition et qui peut-être que ça va les motiver, en fait, tout simplement de se dire que c'est peut-être celles et ceux qui vont changer la manière dont on vit, quoi. Et écoutez, ce live touche à sa fin. Petit rappel, du coup, pour les viewers du chat, on va vous mettre dans le chat tous les liens, que ce soit le lien vers le site de Wilby, vers le site de la Mêlée, vers Eden School, vers le compte TikTok ou Instagram de Antoine. Déborah, on n'a rien à linker pour toi, je suis désolé. Mais voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à le live, c'était vraiment très cool. Perso, j'en ai appris des tonnes sur le numérique. C'était vraiment trop bien. J'espère qu'on a inspiré le maximum de jeunes aujourd'hui et qu'on va permettre de créer encore plus d'emplois dans le numérique. C'était vraiment très très cool. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
Moi, je me suis régalée. Bah, franchement, c'était bien. Et d'avoir en fait le retour d'expérience de tout un chacun ici, les partages, les différents partages, franchement, c'était très bien pour moi. À refaire. À refaire, ouais, avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. Parfait, c'était très intéressant. Merci beaucoup, ouais. C'était d'avoir super invité. intéressant. Sympa. Ouais. Ravi d'avoir fait la connaissance de tout Bah, le monde. écoutez, Merci. merci beaucoup. Dans le chat, si vous n'êtes toujours pas abonné à tous nos réseaux chez Hello Charlie, c'est le moment de le faire. Je ne sais pas ce que vous attendez, honnêtement. N'hésitez pas aussi à cliquer sur tous les liens qu'on vous a mis dans le chat pour Wilby, pour la mêlée, pour Antoine, pour Eden School. Et moi, je vous dis à très vite sur les réseaux Hello Charlie. Et puis à la prochaine. Salut. Salut à tous. All right. Au revoir. Ciao. Merci, au revoir. Ciao, ciao.